Et donc, maintenant, je voudrais vous donner encore une fois la bienvenue à la deuxième session de notre série webinaire, qui est la troisième session d'une série Unmuted avec le Parlement européen. Je suis le coach Calypso Nicolaidis et je suis vraiment honorée d'être avec vous aujourd'hui dans ce consortium qui met ensemble l'OI, donc les amis du Parlement européen et un groupe d'organisations de la société civile de l'Europe. Donc, l'organisation de la société civile, donc Pulse of Europe, Europe Calling, Citizen Takeover Europe. Il y a beaucoup d'entre vous qui se trouvent à Porto où Nicolas, ma co-facilitateur, va prendre les questions. Donc, notre ambition dans cette coalition est d'aider à bâtir des conversations qui sont transeuropéennes et dans les prochains mois et donc pour légitimer les personnes. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle nous avons la traduction dans plusieurs langues. Et donc, je voudrais vous rappeler encore une fois les aspects techniques avant de commencer. Donc, les instructions concernant l'interprétation sont dans le chat. N'hésitez pas à utiliser la fonction discussion, questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et comme toujours, ce webinaire est enregistré et live stream sur YouTube. Si vous avez des questions, votre nom sera donc enregistré. Donc, vous pouvez nous dire si ça marche pour vous. Et donc, c'est vraiment et nous sommes tout proches à l'Ukraine. On est aujourd'hui ici et nous devons comprendre aussi l'Europe est apte à la paix. Donc, ce que nous devons faire est changer pour rendre l'Europe apte pour la paix. Nous savons que quand on est dans une situation de paix, il faut toujours penser à la guerre, il faut toujours penser à la voie à suivre. Il ne faut pas oublier que malheureusement, à côté de la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de guerres partout dans le monde. Et donc, quelles actions, quelles réformes démocratiques il faut en Europe afin que l'Europe puisse devenir une force de paix après ce conflit. L'intérêt de ce sujet probablement est très large. Nous avons beaucoup des milliers d'enregistrements de participants de l'Europe et on est vraiment heureux du fait que nous avons beaucoup de participants. Il y a un processus en Europe qui a exploré ce sujet avant la guerre en Ukraine l'année dernière. Et donc, ce processus concerne l'avenir de l'Europe, mais il s'agit d'un processus très intéressant, très intéressant. Les hommes politiques, les parlements nationaux sont impliqués avec les citoyens et en effet, on a eu 800 citoyens qui ont été choisis pour participer à 4 assemblées des citoyens qui se sont rencontrés à Bruxelles, à Strasbourg et partout dans l'Europe pour parler de l'avenir de l'Europe. Et l'une des assemblées a discuté la question de l'Europe dans le monde, la migration, et ces citoyens ont donc ont préparé une liste de recommandations qui ont été disséminées, qui ont été envoyées à tout le monde. Et donc, ce que nous avons en tant que base de conversation d'aujourd'hui est que toutes les recommandations qu'ils ont rédigées, nous nous sommes demandé qu'est-ce que ces recommandations signifient pour l'Ukraine et pour la situation post-guerre. Et donc,
On a eu un débat très intéressant et on a témoigné, bien sûr, on a réagi très rapidement et tout le monde a parlé de la dynamique de l'Europe, mais la question n'est pas seulement une question économique. Nous sommes un projet de paix et donc il faut si l'on considère la Syrie, l'Afghanistan, le Vietnam et donc toutes les guerres, ce que ce panel a conclu est que l'Europe et le monde, si nous voulons réimaginer comment ces guerres ont lieu, il faut imaginer aussi d'autres sujets tels que l'énergie, la durabilité, l'autonomie, la production, comment nous gérons le développement et donc, notre mantra, parce qu'aujourd'hui, nous devons parler de nos citoyens, nous devons nous demander si les citoyens peuvent être donc être au centre de la scène et donc comment les citoyens peuvent participer à l'agenda sur la paix. Donc ça, c'est le sujet de notre conversation aujourd'hui et voilà ce qui se passe avec la participation des citoyens dans ces conférences sur l'avenir de l'Europe et la politique européenne. On est vraiment heureux d'avoir avec nous six orateurs qui vont fournir une contribution très intéressante à notre discussion. Je vais présenter ces orateurs, mais je vous donne un aperçu de notre rencontre. Donc, on commence notre conversation avec deux citoyens qui ont été sélectionnés pour participer à ce panel, Dajana Claudia. Et donc, on va avoir une conversation avec elle parce qu'elles ont d'autres rencontres. Et ensuite, il y aura une conversation avec Danuta et Viola qui sont des membres du Parlement européen et qui s'occupent de la présence la place de l'Europe dans le monde et Martin et Alfias qui ont suivi ce processus. Et donc, voilà notre ordre du jour aujourd'hui. Nous pouvons donc commencer et donc je donne la parole aux deux membres du panel des citoyens européens, les ambassadeurs, donc Dajana Milinkovic, qui a été la vice-porte-parole pour la Croatie, et Claudia Derin Mazur de la Pologne. Et donc, Diana, Claudia, je voudrais me féliciter avec vous pour le travail, pour les recommandations, pour la passion que vous avez montrée dans le Parlement. C'est pas facile, donc merci, merci beaucoup. Ce que vous avez fait, vous avez recommandé une participation plus large des citoyens. Et donc, pouvez-nous expliquer pourquoi le panel a trouvé très important le renforcement du rôle des citoyens et donc quel a été le message le plus important en tant que citoyen que vous voulez transmettre à tout le monde. Donc, Diana, et à vous la parole et ensuite Claudia. Elles ne sont pas là, elles ne sont pas encore là. Je m'excuse. Donc, il faut continuer avec les autres participants. Et oui, comme vous savez, nos citoyens sont très occupés. Et donc, j'espère qu'elles vont se connecter très tôt. Mais on est très ravis d'avoir avec nous aujourd'hui deux membres du Parlement européen, Danuta Hübner et Viola von Kramon, qui ont participé à la plénière sur ces sujets avec les citoyens. Et, donc, et nous avons aussi les deux activistes de la société civile. Je donne donc la parole tout d'abord. On va avoir deux tours de conversation et donc on va voir ce qui se passe avec les ambassadrices du panel des citoyens européens. Donc, tout d'abord, je voudrais vous poser une question. Quel est le diagnostic? Quel est le problème? Qu'est-ce que l'Europe fait? Quel est le rôle de l'Europe dans ce projet de paix? Danuta Hübner, vous êtes un membre du Parlement de la Pologne, du groupe centre-droite. Vous êtes très actif dans ce groupe.
Et donc, il y a beaucoup de discussions dans ce scénario de guerre. Donc, qu'est-ce que l'Union européenne est en train euh, de faire son mieux dans cette guerre, mais aussi sur l'agression de la Russie de l'avenir. Donc, selon vous, est-ce que l'Union européenne, est-ce que le rôle de l'Union européenne montre une Union européenne active? Et oui, merci. Vous savez très, très bien que là, on a vraiment fait beaucoup pour défendre donc la paix. Et la guerre a lieu à côté de nous. Et donc, la Russie est un pays européen c'est un pays avec lequel nous avons des relations depuis beaucoup d'années. Donc, si nous parlons avec la Russie, si nous incluons la Russie dans nos réseaux de coopération, la Russie n'est pas un ennemi. C'est un pays difficile, mais c'est encore un partenaire avec lequel nous devons collaborer. Mais nous avons vu que l'approche n'a pas été l'approche juste. La relation passée avec la Russie n'a pas donc évité l'attaque à l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, il y a une guerre qui est très proche à l'Europe. Et la guerre signifie agression d'un pays énorme de l'Europe avec 44 millions de citoyens. C'est un membre associé de l'Union européenne. Et donc, nous, maintenant, nous sommes dans une situation qui change chaque jour. On est en train d'atteindre donc la situation. La Russie est le premier pays pour tous les Ukrainiens les citoyens de l'Ukraine qui sont venus ici en Pologne. Comme vous savez, la Pologne donc, a fait beaucoup pour accueillir les réfugiés de l'Ukraine. Et donc, bien sûr, on a fait beaucoup pour défendre les citoyens contre la guerre, mais il faut aussi voir la capacité de l'Europe à nous protéger. Et bien sûr, il y a l'article 42 qui est comme l'article 5 de l'OTAN qui oblige l'Union européenne à défendre tous ses États membres des attaques des ennemis. Et nous l'avons indiqué seulement une fois dans le cas de terrorisme en France, mais c'est une formalité. Aujourd'hui, on est en train d'analyser une chose que nous n'avons jamais appréciée, c'est-à-dire la power, c'est-à-dire l'infrastructure de défense, la capacité de défense. Et je crois que la guerre a stimulé notre mouvement dans cette direction. Mais l'Europe, traditionnellement, a toujours protégé la paix à travers les investissements, à travers les accords avec le monde. Donc, avec le soft power, à travers le commerce unique, le développement de l'économie européenne avec sa capacité de protéger la démocratie qui a renforcé l'incrédibilité économique, mais nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans ce point de vue et on a été efficace dans la défense de l'infrastructure basée sur la coexistence parmi les pays. Donc, l'Europe a utilisé le soft power pour renforcer sa force géopolitique et ses valeurs et sa crédibilité politique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur le renforcement des capacités pour développer les capacités sur la sécurité et la défense. Et donc, on va donc voir ce qu'il faut faire. Ces capacités doivent être changées. Comment est-ce qu'on peut utiliser le soft power? Et l'élargissement a été une dimension très importante, comme vous avez dit, mais c'est une controversie. Donc, tout ça à voir
avec l'Europe en tant que projet de paix et vous êtes très positif même si vous êtes en Pologne et donc vous êtes en première ligne. Mais avant de revenir à vous sur ce qu'il faut faire, je voudrais donc donner la parole à Alfias Veya, qui donc est le cofondateur de la coalition Equinox Initiative for Racial Justice et qui a parlé beaucoup sur les limites, les contraintes de l'Europe. Donc, Alfians, pouvez-vous parler de votre point de vue? Donc, Danout a été très positive quand on a parlé des problèmes. Est-ce qu'il y a un problème quand on parle d'Europe en tant que projet de paix? Est-ce que vous voyez l'Europe en tant que projet de paix? Et Alfiaz, vous vous trouvez dans quel pays aujourd'hui? Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Je suis très ravie de participer à cette conférence avec ces orateurs, tous ces orateurs. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je voudrais dire que maintenant, il faut vraiment montrer notre solidarité avec les citoyens de l'Ukraine, ceux qui se trouvent à la frontière dans les pays voisins, Pologne et les autres pays qui ont montré de la solidarité avec les Ukrainiens. Et donc, bien sûr, il faut faire tout ce que nous pouvons faire pour défendre nos voisins. Et j'ai travaillé dans le Parlement européen pour 20 ans et donc, je pense qu'il faut changer l'approche et les mérites du soft power. Et nous n'avons j'ai beaucoup de critiques en ce qui concerne le soft power. Et donc, ce que je dirais tout d'abord est que les menaces d'aujourd'hui de la part de Poutine et de la Russie sont des choses dont nous parlons depuis beaucoup d'années. Nous avons parlé de fascisme, de nationalisme et il ne faut pas oublier que les pétrodollars de Poutine ont soutenu les banques en Hongrie et d'autres partis politiques de l'extrême droite, Les Pen en France. Et donc, on a parlé de ce problème pour beaucoup d'années, mais personne nous a entendus. Nous avons toujours dit qu'il y avait un problème avec le fascisme, avec le nationalisme, avec le soutien de Poutine à Russie pour certains gouvernements, certains partis politiques, les GDPI, les lois GDP et qui ont été adoptées dans plusieurs pays. Et donc, nous avons donc parlé de ce problème depuis longtemps. Et donc, la politique européenne n'est pas réactive, n'est pas proactive, n'est pas cohérente. Et le soft power a été menacé par ces actions et ces États membres pour beaucoup d'années. Aujourd'hui, nous parlons de l'Ukraine, mais les États membres de l'Union européenne se sont engagés dans l'impérialisme de l'Ouest. Et ça a lieu au Yémen. Ce qu'ils font au Yémen quand l'on parle de soft power peut fonctionner seulement quand il est cohérent. Et donc, soutenir des gouvernements autocratiques dans les autres parties du monde ne fait rien pour notre soft power. Mais c'est une violation aussi de la part de certains États membres. Et l'oratrice précédente vient de la Pologne. Donc, nous savons ce qui se passe sur les droits humains de l'homme en Pologne. Donc, il y a des partis, des gouvernements qui s'engagent dans des violations des droits fondamentaux. Donc, comment est-ce que nous pouvons être un promoteur de paix, de la paix
quand dans nos frontières, dans nos États membres, nous nous engageons dans les mêmes violations des droits fondamentaux, des droits de l'homme, nous attaquons certains groupes de citoyens, la liberté d'expression, de presse. Si l'on analyse la politique étrangère, donc les droits de l'homme ne sont jamais pris en considération. Une chose intéressante sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, la transition euh, économique. Donc, on va probablement changer le pétrole russe avec le pétrole de l'Arabie saoudite. Donc, je pense que qu'il faut vraiment avoir une conversation sur la cohérence de notre politique. Une chose que je trouve très intéressante est que quand l'on parle, quand au début de la crise, on a vu beaucoup de hommes politiques, de rapporteurs qui ont disséminé des narrations racistes, etc. Je dirais que c'est en ligne avec ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, parce que si l'on analyse les choses qu'on a fait en Biélorussie, etc., donc, Poutine a bien sûr envoyé des bombes à Aleppo. Donc, quelle est la cohérence de nos politiques si nous voulons être si nous voulons être un promoteur de la paix? Et je suis très passionnée, j'ai travaillé dans le Parlement européen. Nous devons être cohérents si nous voulons vraiment promouvoir la paix et être des acteurs réels. Et nous devons donc assurer à tout le monde et à tous les pays de donc travailler, de faire quelque chose contre la violation des droits de l'homme, parce qu'il faut défendre la démocratie et l'état de droit partout, dans tous les États membres. Oui, je voudrais revenir sur ce sujet parce que on est vous, vous trouvez de l'autre côté. Donc, la question est, est-ce que l'Europe est apte pour lutter pour la paix? Donc, est-ce que l'on parle de l'UE ou de l'Europe? Bien sûr, nous parlons de l'UE, mais l'UE est l'organisation, l'institution qui agit pour l'Europe. Bien sûr, il y a les États membres qui agissent pour l'Europe, mais aujourd'hui, nous parlons de l'UE, de l'Union et ce que l'Union peut faire. Et bien sûr, votre diagnostic est intéressant. Si on est dépendant du pétrole, n'importe si de la Russie ou de l'Arabie saoudite, ça n'est pas la chose juste à faire. Et donc, probablement, il serait intéressant d'entendre les autres. Et donc, vous avez montré un scénario qui est vraiment complexe et difficile. Et donc, il faut comprendre ce que nous pouvons faire. Avant de parler de ça, je voudrais donner la parole à Viola von Kramon, membre du Parlement européen des Verts et membre du groupe de travail dans la plénière sur la conférence mondiale. Donc, Viola, quel est votre diagnostic? Est-ce que l'Europe est prête et apte à lutter pour la paix? Oui, merci Calypso, merci à tout le monde. Si, donc, je vais parler en allemand parce que il y a beaucoup de questions en allemand et nous avons la traduction. Donc, bien sûr, l'idée de l'Union européenne et l'idée d'avoir une Europe l'Union européenne ne fait pas partie seulement de l'Europe et donc ça nous permet de comprendre que nous avons une stabilité et d'autres valeurs. Parce que nous essayons, comme nous avons
essayé de souligner plusieurs fois. Et donc, ça nous assure que toutes nos actions ont une base légale. Ce qui se passe en Ukraine est une chose que nous ne pouvons pas bloquer, c'est une chose que nous ne pouvons pas empêcher. Et donc, bien sûr, nous avons essayé d'entamer un dialogue depuis longtemps avec les Russes. Et donc, beaucoup de donc, on a fait beaucoup de pas en avant. Par exemple, en Allemagne, nous avons toujours essayé, nous avons impliqué les hommes politiques européens, nous avons toujours pensé si nous avons des connexions au niveau économique et donc nous pensons que les deux côtés vont soutenir la situation. Je ne sais pas si vous entendez la traduction. Nous avons entendu aussi bien l'anglais et l'allemand en même temps. Donc, on a eu un problème de traduction. Donc, nous pouvons continuer. J'ai décidé de parler en allemand parce que tout le monde a posé des questions en allemand et donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler en allemand. Donc, ce que je voudrais dire est que face à ces tragédies, à cette guerre, dans toutes ses formes, je crois donc, on pensait à ça, mais on n'a pas pu négocier avec Poutine parce que parce que si quelqu'un veut négocier et donc entamer des négociations, bien sûr, il faut mettre en même table les deux personnes qui doivent négocier, mais les deux parties ne veulent pas négocier. Et donc, bien sûr, nous, en Allemagne, avec la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi avec la Première Guerre mondiale, nous avons causé une souffrance énorme et une tragédie énorme. Et donc, si je considère les pays baltiques, beaucoup de personnes sont décédées à cause de nous. Et donc, nous, les Allemands, nous devons reconnaître notre responsabilité pour les faits que nous avons causés. Donc, nous devons reconnaître notre responsabilité. Nous devons être sûrs que cette situation n'aura plus lieu. Et donc, pour ça, nous devons essayer de aider les citoyens ukrainiens. Donc, comment est-ce que l'UE peut s'assurer qu'il y ait de la paix en Europe? Je pense qu'on a un problème aujourd'hui parce qu'on est dans une guerre aujourd'hui et donc il faut comprendre ce que l'Europe peut faire face à cette situation avant de prévenir une guerre. Et donc, nous avons visité l'Ukraine, nous avons vu ce que passé en Ukraine. Et donc, nous sommes en contact avec les collègues ukrainiens et on est vraiment en train d'essayer d'aider les Ukrainiens qui traversent la frontière. Bien sûr, il est difficile d'entamer un dialogue afin d'augmenter la possibilité de négociation. Et maintenant, il faut aussi créer, il faut essayer d'aider ces citoyens le plus possible. Je sais que même les pays, quand même les pays baltes ont suivi un processus de participation à l'Union européenne, un processus traditionnel. Probablement, on va faire la même chose pour l'Ukraine, comme Zelensky l'a demandé. Et je voudrais donc accélérer le processus afin d'aider les
l'Ukraine. Et ensuite, il y a un deuxième aspect en ce qui concerne ce que nous pouvons faire tous ensemble. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut nous assurer que les sanctions puissent vraiment entamer un changement politique. Et donc, ça, c'est ce que nous devons essayer de faire. Et ensuite, il y a un quatrième aspect, c'est-à-dire les aides humanitaires. Et il y a des personnes qui ont critiqué la manière dans laquelle les aides sont fournies. Et bien sûr, nous pouvons et nous devons remercier pour l'aide que les citoyens européens ont fournie. Il faut essayer de faire davantage parce que les citoyens européens sont prêts à fournir leur aide. La situation est vraiment complexe et il y a aussi beaucoup de critiques par rapport, par exemple, à la différentes situations, comme par exemple les réfugiés de la Syrie sont arrivés, les réfugiés de l'Ukraine ont été accueillis de manière différente. Et donc, il faut aussi réfléchir sur comment rebâtir l'Ukraine après la guerre. Je n'entends plus la traduction. Il y a un problème avec la traduction en anglais. Je n'entends plus la traduction et donc je ne peux pas traduire en français. Bien sûr, il est vraiment difficile de faire face à la situation actuelle. Je m'excuse, mais je n'entends plus la traduction. Et donc, il faut prendre une décision dans le Parlement européen afin d'aider l'Ukraine. Merci, merci. Viola. Donc, c'est une liste énorme de questions pour l'UE, comme vous avez dit. Ça va, on peut promettre donc l'adhésion, mais bien sûr, il faut du temps. Donc, il faut analyser toutes les manières à travers lesquelles l'Europe peut être apte à la paix, pour bâtir la paix et lutter pour la paix. Vous avez aussi souligné les difficultés concernant les aides humanitaires, donc le problème du double standard. Donc, nous voulons continuer la question sur le processus de l'Europe, le processus de réforme, si c'est est en train d'accélérer, si l'Europe est vraiment apte pour ce tâche. Et avant d'aller dans les détails sur comment faire ça, je voudrais donc donner la parole à Martine Speer, qui représente la voix des citoyens européens. Vous avez gagné un prix pour votre action. Vous avez ce projet au Parlement européen et récemment, vous avez aussi publié un article sur ce sujet. Et donc, je vous demande d'intervenir en ce qui concerne le diagnostic. You would like, I think. Okay. I think but there might be an issue with German right now. Yeah, no. I will try doing floor is yours, Martin. English, and if not, I will switch to German. It's really great to be with you all. And it was very moving and thought-provoking. Martin, I'm not sure we can hear you. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Can you hear me now? Yes. Okay, perfect. Vous m'entendez? So it's really great to be with you all. It was very thought-provoking. Je disais que c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Nous venons d'entendre des choses importantes. L'Europe est apte à lutter pour la paix. Il faudrait se poser cette question. J'ai écrit un article là-dessus et si je considère les faits et les chiffres, franchement, je suis étonnée car si on considère les capacités
les possibilités de l'Union européenne de se défendre. On peut faire beaucoup d'analyses et ces analyses peuvent montrer que les États membres seraient capables de protéger les citoyens et l'unité de l'Union européenne sans les États-Unis. Je me rappelle une déclaration du ministère de la Défense allemande qui a dit que l'Allemagne et l'Union européenne ne seraient pas capables de se défendre toutes seules. Et je crois que la situation dans laquelle nous nous trouvons en ces moments est une situation de transition. Nous nous rendons compte, nous sommes conscients maintenant que nous avons été une puissance par le passé, mais qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à protéger l'état des droits, les droits en général, et les États membres, mais aussi les citoyens, ont peut-être évité les débats les plus controversés sur les capacités militaires, sur le pouvoir décisionnaire, sur le type de stratégie à adopter. Et je crois qu'un défi qui nous attend est lié à la question. Il est encore réaliste d'avoir 27 différentes armées pour nous défendre. Faudrait-il avoir une seule armée pour nous défendre en cas de situation d'urgence, comme par exemple la situation actuelle? Et une autre réflexion qu'on pourrait faire, c'est aussi la dimension culturelle, car je suis un citoyen et franchement, je suis parmi ceux qui pensent que le modèle européen pourrait survivre et être répandu dans le monde. Et de toute manière, il faudrait se poser la question jusqu'à quel point peut-on défendre le modèle de vie européen. Comme beaucoup d'autres, peut-être j'ai évité cette question et j'ai évité peut-être de faire cette réflexion qui serait nécessaire pourtant. Oui, il y a un manque de capacité militaire, de coordination militaire. Too many questions on security in Il y a beaucoup de questions de sécurité qui n'ont pas de réponse en ce moment. Et donc, il y a besoin d'un changement culturel de la part des citoyens pour accepter le fait qu'il faut protéger et défendre notre style de vie. Peut-être il faudrait se demander, se poser la question si c'est la bonne chose de dire que nous avons un modèle européen, car le reste du monde nous écoute. Et comme il y a la paix dans notre continent, et cette paix existe ici, mais elle n'existe pas partout dans le monde. Il y a eu aussi le colonialisme. Par le passé, l'Europe a été impliquée dans un nombre de guerres. Donc, peut-être pour ça, l'Europe ne peut pas faire fonction de modèle. Mais l'Europe peut être une source d'inspiration quand même, et aussi une force pour repenser l'ordre mondial, pour avoir un ordre mondial où il y ait la paix. Et Martine, je voudrais te poser une autre question. Je crois que maintenant, on arrive aux propositions concrètes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Danuta et Viola sont avec nous et elles ont fait des propositions, mais en même temps,
Nous tous, nous voulons comprendre quelle est l'issue de ce processus de réforme. Pourriez-vous nous expliquer la signification de tous ces documents? Il y a des concepts difficiles comme l'autonomie stratégique. L'Europe devrait être plus autonome et Martine nous a dit qu'il faudrait compter plus sur les États-Unis, mais nous sommes dépendants du reste du monde pour ce qui concerne l'énergie. Donc, qu'est-ce que l'autonomie stratégique ou pas implique? Il serait intéressant d'en savoir plus et je sais qu'il y a aussi des questions qui sont arrivées sur la question de l'autonomie. C'est de cette manière qu'on peut mieux lutter de manière plus efficace pour la paix. Qui veut répondre à cette question? Peut-être Nicolas? Mais avant de vous donner la parole, je vérifie s'il y a d'autres questions. Alors, je regarde les questions qui sont arrivées et en fait, la question la plus importante que nous avons reçue concerne la relation avec les États-Unis, aussi pour ce qui concerne l'autonomie de l'Europe dans le domaine de l'énergie et la guerre avec l'Ukraine pourrait être considérée comme une guerre par procuration des États-Unis contre la Russie. Et ensuite, il y a d'autres questions de Wolfgang, de Jenny sur l'avenir de la Russie. La Russie fait-elle partie de l'Europe ou pas? Qu'est-ce que l'Europe? Il y a des personnes qui disent que la Russie fait aussi partie de l'Europe et qu'on ne peut pas avoir la stabilité en Europe sans la Russie de Poutine. Donc, quelle devrait être la stratégie de l'Union européenne par rapport à la Russie, à la transition avec la Russie? Merci, Nicolas. Donc, nous avons l'Est, l'Ouest de l'Europe et la question de l'autonomie des États-Unis aussi, et comment la rendre effective, mais aussi la Russie. La Russie fait partie de l'Europe, bien sûr. Qui voudrait répondre à ces questions? Peut-être Alphias? Alors, je voudrais parler des solutions possibles. Nous devons penser aux solutions possibles et il faut considérer plusieurs points de vue. L'approche doit être authentique, universelle et j'ai lu quelques commentaires sur les valeurs de l'Europe, des valeurs qui sont internationales et qui concernent les droits de l'homme, une perspective internationale, mais si on se détache des États-Unis, de l'Union européenne. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. Et si on les exclut, je crois, sauf cette exception, il y a un ordre multilatéral qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Il faudrait donc investir là-dessus et utiliser cet ordre pour repartir de cet ordre. Et il faudrait aussi se baser sur les valeurs de l'Union européenne, sur les instruments internationaux qui ont été créés. Pour ce qui concerne les États-Unis, l'administration de Trump nous a montré qu'en Amérique, les choses peuvent changer et une personne qui a été président a effectivement essayé de soutenir le Brexit et de détruire l'Union européenne, par exemple. Donc, d'une perspective européenne, il faudrait ne pas trop se baser sur les États-Unis. Il y a aussi d'autres institutions multilatérales comme les Nations unies et il y a aussi des pays tiers qui
pourrait prévaloir et créer d'autres institutions. Nous devons également comprendre que nous vivons dans un monde qui change, il y a des changements démocratiques et le monde en 2100 sera très différent. Il sera centré sur l'Afrique. Quelle sera la position et la situation des pays africains à ces points-là? Et comment cela pourrait nous aider aujourd'hui pour établir des alliances? Et il y a des pays qui pourraient devenir des superpuissances, par exemple le Nigeria qui pourrait devenir une superpuissance d'ici 2100. Quelle sera la vision? Donc, quelles sont les solutions possibles? Les politiques européennes ne sont pas inclusives. Il n'y a pas de processus de consultation et je ne parle pas nécessairement des minorités, des personnes marginalisées, des personnes handicapées. Il y a aussi des personnes ayant des origines différentes. J'ai travaillé dans des institutions et je connais le système méritocratique que nous avons. Donc, peut-être c'est là un peu détaché du monde réel. Nous devons essayer de corriger les erreurs qui existent. Le modèle actuel n'est pas inclusif. Il y a des personnes qui ne sont pas inclus, qui sont marginalisées. Il y a des recommandations, mais ces recommandations sont faibles. Nous l'avons vu aussi pour ce qui concerne l'immigration. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est un changement politique de manière à être plus inclusif. Et nous travaillons pour les personnes et nous représentons les citoyens et donc nous devons nous occuper de leurs préoccupations. Et je crois que la seule manière pour l'Union européenne pour protéger la paix, c'est convaincre les citoyens à croire en l'Union européenne. Et pour ce faire, nous devons construire une confiance. Et donc, pour ce faire, nous devons répondre directement aux citoyens, aussi pour ce qui concerne les politiques qui sont adoptées. Et ce n'est pas la manière dont les institutions marchent aujourd'hui. Je m'arrêterai là, mais je veux dire que le système démocratique que nous avons aujourd'hui nous mène à avoir un groupe de personnes qui prennent les décisions et les politiques, mais qui ne reflètent pas le monde réel. Ces personnes ont fréquenté les meilleures universités, ces personnes travaillent à Bruxelles, elles font les politiques, mais elles n'ont pas d'expérience dans le monde réel avec les citoyens. Et donc, je crois que nous devons considérer qui fait les politiques, comment rendre ces politiques plus inclusives. Et nous devons construire une confiance à l'intérieur de l'Europe. Ce n'est que dans cette manière que nous pouvons reconstruire la confiance dans les institutions multilatérales dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Et nous devons être prêts également aux changements qui nous attendent. D'ici 2100, Alfiat, excusez-moi, je vous demande de résumer car nous avons beaucoup de personnes qui veulent répondre à ce que vous avez dit qui est très intéressant pour ceux qui nous écoutent. Et pour ceux qui se demandaient à qui il se référait quand il parlait de nous, eh bien, il parlait de l'Union européenne en général en disant qu'elle n'est pas inclusive pour ce qui concerne la diversité, les citoyens, etc. Et il a souligné le fait que cela est réfléchi également dans cette conférence, dans les recommandations sur l'immigration qui se basent plus sur le contrôle de l'immigration, le rapatriement, plutôt que sur l'accueil ou sur la sensibilité qui serait nécessaire. Donc, il serait très intéressant de faire un discours un peu plus général aussi sur l'ordre mondial que nous avons créé. Maintenant, je vais revenir sur un autre sujet et je pose la question aussi à Viola.
nous avons des recommandations qui sont très différentes des accords que nous avons au niveau mondial. C'est ça l'ordre auquel Alfiaz faisait référence. Vous êtes d'accord avec le point de vue de Alfiaz? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Tout d'abord, je voudrais réagir à ces critiques car nous pouvons tous dresser une liste très longue de défauts à l'intérieur de l'Union européenne. J'ai travaillé dans le Conseil, dans les institutions européennes. J'étais impliquée aussi dans les processus de changement de l'Union européenne. L'Union européenne est en train de changer, mais je voudrais tout simplement dire qu'on ne peut pas mettre de côté les valeurs européennes. Les valeurs européennes sont des valeurs universelles. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple qui pourrait vous montrer que c'est vrai. L'Union européenne se base sur ces valeurs. Ce sont ces valeurs qui doivent être respectées dans la pratique, qui nous rendent crédibles. Il a dit qu'il n'y a pas de consultation, qu'il n'y a pas d'inclusivité, mais je pourrais vous fournir des dizaines d'exemples de consultations, d'intégration, d'actions de la Commission pour promouvoir la consultation, pour l'implication des citoyens. Et tous les citoyens de l'Union européenne sont impliqués dans les différentes initiatives. Donc, l'Union européenne travaille depuis des années sur ça. Donc, je ne suis pas d'accord sur le fait que l'Union européenne ne marche pas de ce point de vue. L'Union européenne est un exemple d'unité parmi 27 pays, plus de 200 millions de personnes qui se sont réunies. Bien sûr, il y a la question des compétences. L'Union européenne a des compétences limitées. Il y a la question aussi qui concerne les mécanismes qui sont faibles, la question du populisme dans certains pays de l'Union européenne. Par exemple, le gouvernement de la Hongrie. Nous avons des mécanismes faibles pour lutter contre cela et aussi contre le désastre à la frontière avec la Biélorussie. Mais le mécanisme Frontex a été invité à intervenir. Et donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées et je suis très heureuse je suis très heureuse du fait que l'Union européenne se base sur un système de représentation. Nous pouvons renforcer ces mécanismes, également la démocratie participative. Mais bien sûr, on ne sera jamais suffisant de la représentation. On peut toujours faire mieux et améliorer. Mais si vous lisez les différentes recommandations, plus les autres conventions et il y a des procédures qui sont très transparentes dans l'Union européenne et cela fait aussi partie de notre démocratie. Je crois que la conférence a eu des résultats, même plus qu'on ne l'espérait. Et même si j'étais optimiste, je peux dire que les citoyens, même si on avait 10 groupes de travail, 10 panels différents, etc., on ne pourra jamais examiner les questions de manière isolée. Tout est lié. Et donc, je voudrais dire au groupe auquel j'ai participé, nous avons vu que tout est lié. Et après, les questions internes doivent être gérées de manière à nous rendre crédibles aussi aux yeux du monde extérieur. Ça, c'est important aussi. Et ensuite, donc, tu es d'accord avec Alfiaz, comment l'Europe peut augmenter sa crédibilité aux yeux du reste du monde, en particulier du sud du monde? Car il y a des pays qui ne font pas confiance en l'Europe. Et donc, je voudrais dire tout d'abord, merci Danuta, je crois
Je voudrais tout simplement demander à tous nos orateurs de parler un peu plus lentement pour les interprètes et je voudrais demander à Martine ou à Danuta de commenter et après je vais donner la parole à Viola. Martine. Elle a parlé de nombre de sujets, mais elle n'était pas tout à fait d'accord avec Alfia et Danuta. Vous n'étiez pas satisfaite de la situation avec la Biélorussie? Non, absolument pas. Mais vous avez bien défendu Frontex et les institutions de l'Union européenne. Vous n'avez pas aimé ce qui est arrivé à la frontière avec la Biélorussie. Oui, c'était un désastre. 27 membres, les 27 membres de l'Union européenne peuvent toujours améliorer l'Europe, la rendre meilleure, mais ce qui ne marche pas doit être changé. Je suis tout à fait d'accord avec les exemples qu'Alfia a fait, mais je tire des conclusions différentes. Martine, donc il y a beaucoup de choses à changer. Maintenant, je vous redonne la parole. Qu'est-ce qu'il faut être changé spécifiquement? Alors, j'ai 3 idées concrètes auxquelles Alfia when asking, can we be a coherent and consistent power of peace? On se demande si l'Europe peut être une puissance de paix cohérente. L'Europe est quelque chose de parfait, mais imparfait en même temps. Donc, c'est comme ça. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'avancer. Donc, l'Ukraine nous l'a montré. La réalité est si rapide, si imprévisible qu'il faut améliorer à la fois à notre intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et il faut le faire en même temps. Il est difficile de le communiquer, il est difficile d'en parler et d'avancer. Je remercie Danuta et Viola pour leur travail. Nous devons également lutter. C'est un travail difficile. Mais pour revenir à la question initiale, des choses concrètes qu'on pourrait faire, je crois que Danuta a dit quelque chose de très important quand elle a parlé des frontières externes. Il y a également la frontière externe de l'Allemagne, de la France. Quelle est la responsabilité des frontières européennes? Il faudrait changer Frontex. Danuta voudrait dire que les gardes qui travaillent à la frontière, qui aident à protéger les frontières, devraient être améliorés, mais après, le mécanisme Frontex, de toute manière, est un peu controversé. Donc, la première proposition de Martine, c'est de réformer Frontex. Oui, il faudrait le réformer, le changer, l'améliorer. Et se demander ce que Frontex fait, comment on le fait. Et après, deuxièmement, je crois que nous devons parler plus sérieusement de la création d'une armée européenne. J'ai été assez étonnée quand le haut représentant des affaires étrangères, Borrell, a fait sa déclaration. Il a dit qu'il ne s'agissait pas de créer une armée européenne. C'est une erreur. Il faudrait avoir ce débat et peut-être avoir un il ne faudrait pas avoir une petite armée, mais plutôt avoir une force européenne
Donc, voilà mes réflexions finales, mes propositions. Il faudrait avoir aussi un conseil européen pour la sécurité extérieure qui implique aussi la Commission et les conseils et qui puissent gérer cette armée européenne de manière avoir un organisme qui soit en charge. Et pour conclure sur la dimension culturelle, les citoyens doivent comprendre que nous devons passer à une deuxième phase en Europe. Nous devons garantir la paix en Europe, mais aussi à l'extérieur de l'Europe. Et ce service pourrait vraiment aider les Européens, les citoyens européens à être plus unis et à mieux comprendre qu'est-ce que cela signifie d'être un citoyen européen. On pourrait également donner quelque chose à la communauté et peut-être la guerre en Ukraine pourrait être une occasion dans ce sens pour repenser à ces sujets. Et c'est dans ces moments comme ça qu'on peut se poser des questions sur qu'est-ce que l'Europe est en train de faire. Et il est crucial de se poser ces questions qui vont devenir de plus en plus importantes dans les mois à venir, dans cette période de transition. Martine, merci pour ces propositions qui sont très spécifiques. Et je voudrais écouter la réaction de Viola. Vous avez fait des recommandations au sein du Parlement européen et peut-être ce que Martine nous suggère, c'est qu'en ces moments, nous devons faire plus au niveau de l'Union européenne dans la gestion commune des frontières, dans la création peut-être d'une armée européenne, d'une force de réaction rapide. Donc, peut-être un service civil. Il faut travailler plus ensemble, mais en même temps, ce fait de faire plus doit se traduire aussi dans une meilleure compréhension et participation de la part des citoyens. Donc, il y a une dimension up, une dimension top-down, une dimension du bas vers le haut. Donc, les citoyens doivent être impliqués plus. Et pour nous, il s'agit bien sûr de faire des propositions pour lutter pour la paix. Mais quel est le rôle des citoyens là-dessus? On ne peut pas oublier une dimension ou l'autre, le haut et les bas et les hauts. Merci pour cette question et aussi pour les commentaires, les remarques qui ont été faites aussi par Martine et les autres. Je crois que l'idée de cette conférence sur le futur de l'Europe doit nous aider à avoir des idées, des inspirations sur ce qu'on peut faire, pas seulement au niveau politique, mais au niveau national. Et comme l'a dit Danuta, aussi au niveau de la société civile organisée, au niveau des citoyens. Et dans cet exercice, la conférence sur l'avenir de l'Europe a été une bonne occasion pour réunir plusieurs niveaux, personnes de plusieurs niveaux différents, pour parler des sujets différents, pour impliquer les citoyens, pour impliquer différents groupes cibles, les membres du Parlement européen. Et finalement, c'est la proposition finale à laquelle nous sommes arrivés, c'est faire une proposition qui soit appliquée de manière concrète. Je comprends que ce n'est pas facile si on n'a pas d'expérience sur comment gérer ces processus. On voudrait tous être une force proactive et constructive.
really participated, not in any way. Mais After he will be re-elected. So the whole thing was a bit, in German we would say Verarschung. Yeah. So in one way, I really like the concept. J'aime bien le concept qui a été présenté. Le concept proposé pour l'avenir de l'Europe. Mais on peut dire qu'il faut se demander également comment ces processus doivent être gérés par les institutions européennes, et en particulier par les conseils. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait faire sans une utilisation efficace des ressources et en particulier des ressources financières. Donc, je dirais que oui, nous avons besoin d'une procédure normalisée, standard, pour voir comment impliquer plus de citoyens et pour répondre à leurs attentes. Comme l'a dit Martine, Frontex est un bon exemple. On pourrait avoir une participation plus élevée de la part des citoyens et aussi peut-être des membres du Parlement. On pourrait aussi mieux expliquer les avantages, etc. Et ce que je voudrais proposer au groupe de travail, c'est des propositions concrètes qui pourraient être facilement mises en œuvre et on devrait s'occuper de l'environnement, du commerce, des matières premières, de la sécurité, etc. D'un point de vue intérieur et extérieur. Viola, pourriez-vous faire quelques exemples, surtout pour ce qui concerne les questions environnementales? Par exemple, la proposition de définir des standards pour les investissements et les commerces, l'Union européenne le fait déjà, mais l'objectif, c'est de renforcer également la dimension économique, les investissements aussi. Et je dirais qu'il y a eu des propositions intéressantes. On peut vraiment voir quelle est l'approche des citoyens par rapport aux droits de l'homme, à la certification des produits et le dialogue pour les questions éthiques, les changements politiques, etc. Nous sommes arrivés à un point très avancé au niveau de l'Union européenne. Et donc, ces propositions doivent être mises en œuvre maintenant. Il y a beaucoup de travail à faire et il faut bien sûr consacrer toutes nos forces dans ce processus. Et je dirais que même les chefs de gouvernement sont satisfaits de ces propositions. Et maintenant, je reviens à ce que Danuta a dit. Nous devons créer un environnement où ces propositions peuvent être mises en œuvre de manière efficace. Mais pour ce faire, nous devons revoir les processus décisionnels. Et donc, toutefois, ça est très difficile. Peut-être j'ai tort, peut-être quelqu'un a une idée meilleure. Mais comment ces processus doivent-ils être gérés? Je sais que oui. No, but you're not too optimistic because in the end, all the roads bring us back to democracy and to the question of, well, you know, les voies amènent à la démocratie et donc on va faire des propositions radicales dans ce contexte avec les citoyens. Utiliser le commerce en tant que levier dans la dimension et donc utiliser les marchés pour faire levier sur le marché à l'extérieur. Mais vous dites que ça n'aura
n'aura pas lieu. Non, non, je dis que ça doit avoir lieu parce que si nous parlons de transition énergétique, si nous parlons de transition sur la mobilité, nous devons changer les choses et nous devons donc changer les choses dans plusieurs secteurs. Et si notre dépendance des matières premières, gaz ou pétrole de la Russie ou d'autres matières, lithium, etc., il faut trouver des manières durables sur comment adresser ces pays et comment éviter les disparités sociales. Donc, il faut suivre un parcours, une voie différente. Et il faut des propositions réalistiques sur comment faire face à ces défis. Mais ça, c'est le problème avec certaines personnes dans l'Union européenne qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont beaucoup d'opportunités de veto et qui vont bloquer le processus entier. Oui, c'est ça. Nous voulons donc terminer notre conversation sur la voie à suivre. Donc, quelles sont les stratégies? Donc, ça, c'est la raison pour laquelle il est très important que la plupart de vous sont ici dans dans ce call. Et donc, maintenant, je voudrais donner la parole à Nicolas qui va nous donc parler des questions. Danout, est-ce que vous pouvez rester avec nous? J'ai seulement 4 minutes. OK, donc, si vous avez des derniers mots, oui, je voudrais dire quelque chose. J'ai été très fière de nos recommandations du groupe parce que nous avons vraiment trouvé, nous avons compris, nous avons vu que les citoyens ont bien compris les problèmes. Il faut nous assurer qu'il y a donc des standards mondiaux grâce auxquels la démocratie peut donc se renforcer. Mais je voudrais mentionner deux choses. Tout d'abord, maintenant, quand les citoyens parlent d'autonomie, ils ne disent pas d'autarkie, mais ils pensent à l'autonomie à travers la coopération. Donc, résilience à travers la coopération, la capacité de l'Europe de créer d'alliances mondiales, de créer des groupes mondiaux de démocratie qui s'occupent du monde. Ça, c'est la clé. Et comment, et deuxième question, c'est comment permettre aux citoyens d'être impliqués. Et bien sûr, il faut travailler sur l'institutionnalisation de la participation des citoyens. Nous ne pouvons pas les avoir seulement parfois. Il faut trouver une manière pour institutionnaliser leur participation. Dernière chose, nous avons aussi parlé des conventions. Il y aura une rencontre après l'été et donc les institutions européennes veulent montrer aux citoyens qu'elles considèrent les recommandations des citoyens très au sérieux. Donc, ces conférences, ce dialogue avec les citoyens doit avoir un suivi et il faut donc établir une structure pour ces recommandations et bien sûr, il faut convaincre certains États membres. Il est intéressant de voir que certains des personnes institutionnelles continuent à travailler pour la participation des citoyens et sont très intéressés donc à impliquer les citoyens dans le dialogue. Donc, c'est quelque chose de très, très belle à entendre. Merci Danout pour être avec nous. Je sais que vous devez partir, donc merci. Nicolas, donc nous avons reçu beaucoup de questions. Donc, est-ce que tu peux lire quelques questions? Oui. Une question de Gabriel Moula. Comment nous pouvons bâtir l'avenir en Europe dans laquelle tous les pays européens sont inclus sur la base de l'égalité, la démocratie et les droits de l'homme? Après cette guerre, est-ce qu'il y a cette possibilité? Donc, les droits de l'homme, c'est la clé. Et Mihan Bikiri a demandé est-ce que l'Union européenne devrait accélérer le processus de
élargissement, plutôt qu'attendre les conflits, il serait utile donc d'accepter ces pays avant donc les conflits et les guerres. Donc, deux questions très importantes et je voudrais donc donner la parole probablement à Martine. Martine qui a travaillé avec les ambassadeurs des citoyens. Et donc, Martine, est-ce que vous pouvez nous dire ce que les citoyens ont dit sur ces sujets, la dimension des citoyens? Et ensuite, je voudrais donc donner la parole encore une fois à Alfiat. Martin, oui, merci. J'ai probablement une chose à mentionner sur la base de ce que les groupes de travail ont fait et donc notre dialogue avec les ambassadeurs et après les rencontres. Une chose qui a vraiment été intéressant est le fait que le panel où est dans le monde a rédigé des recommandations concernant aussi la participation des citoyens, la transparence et combler les lacunes entre les personnes à Strasbourg, Bruxelles, dans les institutions européennes et les citoyens qui habitent dans l'Europe entière. Et j'ai noté aussi qu'on a réfléchi sur ça dans les groupes de travail et certains hommes politiques donc ont décidé d'envoyer ces recommandations aux autres groupes de travail, mais pour eux, les questions concernant l'inclusion ou la démocratie sont au cœur de leurs idées et donc du rôle de l'UE dans le monde. Et ça est lié à ce que Alfiez a dit, donc la cohérence interne, mais aussi externe de l'UE. Donc, c'est une chose que je voulais partager sur la base de mes observations et de mon dialogue avec les ambassadeurs. C'est dommage qu'elles n'ont pas eu la possibilité de participer aujourd'hui parce qu'elles ont beaucoup de rencontres, surtout maintenant, mais j'espère que vous avez la possibilité d'interagir avec eux directement et j'espère qu'on pourra entendre les ambassadeurs dans notre événement. Bien sûr, il est très intéressant de savoir que les représentants des citoyens sont très occupés à transmettre ces messages. Donc, maintenant, je voudrais donc donner la parole à Alfias et donc, je voudrais savoir vos idées. Je m'excuse, je suis très passionnée. Parfois, non, ça va. Nous aimons la passion. Et je m'excuse, je parle très rapidement parfois et donc je m'excuse avec les interprètes. Donc, en ce qui concerne les deux questions, je peux dire que l'UE doit mieux expliquer ce qu'elle fait, comment elle fonctionne, j'ai travaillé dans le Parlement. Il était vraiment difficile d'expliquer aux citoyens ce que les institutions font et il faut faire donc davantage pour expliquer aux citoyens ce que les institutions font. Donc, il faut aller au-delà de la surface. Donc, il faut être un peu plus profonde et, nous devons donc avoir à créer un modèle de participation pour les situations. Martin aussi l'a mentionné. Il faut donc impliquer les citoyens dans les rencontres avec les membres du Parlement, etc. Et je pense que les membres du Parlement font des choses très intéressantes et je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup. Et donc, en ce qui concerne les droits de l'homme, c'est un sujet très difficile parce que je crois que dans l'utilisation de la CAFAND, qu'il faut être un acteur
dans le monde, il faut utiliser le soft power, mais il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. Par exemple, nous avons parlé de Frontex, mais si nous voulons donc défendre les valeurs universelles, les valeurs européennes, comment est-ce que nous pouvons expliquer que les personnes qui ont été refoulées ensuite sont décédées dans la Méditerranée? Donc, si nous voulons défendre les droits de l'homme, nous devons mettre de l'ordre dans notre maison et ensuite voir ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des pays membres qui violent des droits de l'homme. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont lieu aujourd'hui et le Parlement a essayé de pousser le Conseil, la Commission à prendre des décisions plus fortes en ce qui vis-à-vis les États membres qui font ces violations. L'égalité, la démocratie, être un acteur important au niveau mondial. Je suis un peu sceptique parce que nous donc permettons à des pays d'entrer pour les éloigner de la sphère de la Russie, mais nous avons eu des périodes d'accès importants et nous avons vu la situation passée. Quelle est la situation d'aujourd'hui? Vous entendez? Oui, oui, oui. J'étais en train de réfléchir parce que même l'Ukraine donc aura des difficultés. Donc, les Balkans de l'Occident, ils sont en train d'atteindre beaucoup d'années, 30 années après la guerre, mais l'élargissement n'est pas encore possible pour eux. Donc, est-ce que on peut avoir un projet apte à la paix pour l'Europe? Parce que dans les Balkans de l'Occident, il y a des pays qui sont plus vulnérables à l'influence de la Chine, de la Russie, parce que l'Union européenne n'a pas ouvert la porte à ce pays. Donc, c'est un défi. Les Balkans de l'Ouest, un défi énorme. Et je vois, nous n'avons pas beaucoup de temps. Dernière chose, ça c'est la question principale. Donc, nous ne voulons pas des pays tels que la Serbie qui deviennent des alliés de la Chine ou de la Russie. Et nous savons quelle est la situation, mais nous devons donc continuer à suivre les procédures parce que en 2004, on a l'élargissement. Si l'on considère l'Hongrie, donc sa participation à la filiation de l'Union européenne ne signifie pas qu'elle n'est pas un allié avec la Russie. Donc, il y a un défi. Le respect des droits de l'homme est la chose la plus importante à favoriser. Donc, nous devons nous assurer que l'élargissement fait, l'adhésion est organisée de manière positive, surtout avec la Pologne et l'Hongrie. Nous ne voulons pas répéter ce qu'on a fait avec ces deux pays seulement parce que nous voulons réduire l'influence de la Russie et de la Chine. C'est une question très importante. Mais comment est-ce que nous pouvons donc avoir ces pays avec nous, mais en contrôlant la procédure? Donc, si nous voulons utiliser l'élargissement pour la paix, bon, c'est une action d'équilibre. Nous avons bien compris ça après notre considération. Et donc, il n'y a pas de formule magique. Donc, Martine, donc, ce que vous avez discuté est très intéressant parce que il y a besoin d'expansion. Nous avons aussi les critères de Copenhague et il y a un équilibre. Et donc, il s'agit des critères qui définissent comment un pays peut participer, faire partie de l'Union européenne, la démocratie, l'état de droit, la transparence, etc. Et ce que je me demande,
donc cette renaissance de la discussion de l'Union à deux vitesses. Donc, les jeunes aimants viennent of the EU, and those young member states très rapidement par rapport aux pays des Balkans, de l'Occident, probablement, ils ont des positions différentes, etc. Mais donc, créer un parcours vers la adhésion complète et en même temps donne aux pays membres consolidés la possibilité de avoir la stabilité. Donc, je me demande s'il faut avoir une discussion sur l'option à 3 vitesses et donc créer cette participation jeune, donc avoir des possibilités, mais sous le contrôle de l'Union européenne. Vous avez utilisé la parole jaune de manière différente. Donc, jeune candidat, jeune membre, nous avons parlé de l'Europe avec des différents principes et stades, mais probablement avec la guerre en Ukraine et la possibilité que la Géorgie, la Moldavie font partie de l'Union européenne, il faut faire un travail d'imagination en ce qui concerne la manière à travers laquelle l'Europe peut intégrer ces pays. That's a very positive thing we could take out of this terrible. Donc, c'est une chose positive que l'on pourrait tirer de cette situation de guerre. Mais peut-être nous devons considérer également les jeunes qui sont des citoyens, qui ne veulent pas être traités comme des enfants. Il y a donc aussi ce défi de changer l'Europe de manière à ce qu'elle soit vraiment apte à lutter pour la paix. Et nous devons faire comprendre ce défi aux jeunes qui ont un rôle important à jouer et donc leurs paroles doivent être incluses dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, dans les initiatives de l'Union européenne, dans les différentes campagnes. Nous avons besoin de plus de participation de la part des jeunes. Nous avons besoin d'écouter leur voix. Je connais des personnes et des jeunes et je sais que l'Europe devrait être également un sujet de discussion dans les écoles, tout comme la démocratie. Il faudrait parler de ces questions. Viola, peut-être le dernier commentaire, c'est à vous. Comment vous voyez l'avenir? Comment peut-on faire en sorte que cela devienne une réalité? En quelques mots. Merci. The connection is becoming very bad here. Maybe that's the European Parliament's problem or it's on your side. I don't know. But it's peut-être c'est difficile de répondre, mais franchement, la dernière question et le dernier sujet dont Martine a parlé, eh bien, je suis un peu critique. J'étais au Collège de l'Europe et on a parlé des défis liés à l'adhésion à l'Europe et comment dire, un pays ne peut pas rester pour toujours dans l'Union européenne sans respecter les normes qui sont prévues. Donc, un pays comme la Hongrie, il faut considérer également ces situations. Combien de ressources faut-il consacrer à la Hongrie pour faire en sorte que le pays soit vraiment conforme aux principes? Si le pays a décidé de suivre un parcours différent, alors pourquoi devrions-nous dépenser nos ressources, notre temps
non personnel et lui donner de l'argent argent qui est utilisé principalement pour le pouvoir, pour créer un système qui n'est pas démocratique et qu'il est impossible, presque impossible de changer dans les dernières élections. On l'a vu. Et il y a une approche qui normalement est suivie dans les pays autocratiques. Il n'y avait qu'un seul candidat pratiquement. Et nous avons parlé de ça il y a 2 jours avec personne de la DG Justice. Et on a parlé de ce qu'on pourrait faire, de quel type d'instruments juridiques peuvent être développés pour aider la Hongrie dans ce sens. Mais ce n'est pas seulement la Hongrie, il y a la Pologne et en quelque sorte aussi la Slovénie. Et donc, nous avons besoin de veiller au respect des mécanismes pour suivre ce que ces pays font. Et si ces pays ne respectent pas les principes, ils ne peuvent pas rester dans l'Union européenne. Martine, quel mot tu as utilisé? C'est Europe à deux vitesses, comme tu l'as appelé. Oui. Si un pays veut adhérer à l'Union européenne, vraiment, il doit être un pays membre à part entière. Il ne peut pas choisir si faire partie du marché unique et pas d'autres mécanismes. La Bulgarie n'est pas membre de la zone de l'eurozone, de la zone Europe, de Schengen. Il y a des conditions qui doivent être remplies. Donc, il y a déjà des pays qui se trouvent dans des phases différentes car ils ne respectent pas encore totalement tous les principes. Je n'ai pas une solution pour tous, mais il faut bien sûr considérer également la diversité qui est quelque chose de positif, mais qui représente aussi un défi. Nous devons garantir des standards en matière de corruption, d'état des droits, etc. Et je vois qu'il y a des pays où on perd beaucoup de temps, où on n'a pas travaillé sur des instruments pour pouvoir lutter contre les violations des droits de l'homme. Je reviens à ce que Martine a dit. Je suis plutôt pour une approche selon laquelle les pays doivent être membres à part entière. Et pour ce qui concerne les pays des Balkans occidentaux, je sais qu'ils peuvent le faire, mais les citoyens dans ces pays doivent soutenir les bons leaders, des leaders qui ne soient pas corrompus. Oui, tout à fait. Tu as dit des mots très forts. Et moi aussi, je crois et j'espère que tous nos écouteurs ont écouté. Nous avons entendu également des propositions un peu fortes, peut-être. Nicolas, maintenant, on peut résumer un petit peu, peut faire des remarques. Excusez-moi, entre-temps, je vous salue, je dois vous quitter. Merci bien d'avoir été avec nous. Nicolas, alors, on a parlé de nombre de questions et bien sûr, l'histoire est en train d'accélérer. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'histoire n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que sur laquelle les citoyens peuvent réfléchir. Les citoyens peuvent également influencer les institutions afin qu'elles prennent les bonnes décisions
Et bien sûr, il y a aussi une dimension qui est la dimension de la complexité de tous ces problèmes qui sont entreliés et donc il n'y a pas de solution qui soit parfaite dans toutes les situations. Donc, il faut utiliser notre intelligence collective pour trouver le bon chemin, le bon parcours. Il y a des grands défis, nous devons en être conscients et comme l'histoire est quelque chose de très rapide. Alors, même nos actions doivent être très rapides. Il ne faut pas être trop hésitant aussi dans les délibérations. Et de ce point de vue, j'espère que dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, les citoyens puissent appuyer les bonnes recommandations de manière à avoir des actions plus incisives. Et en particulier, les jeunes ont un rôle important à jouer pour l'avenir de l'Europe. Nous devons donner plus de pouvoir aux jeunes qui ont une vision assez claire de leur vie, de cet état d'urgence que nous vivons. Et donc, il faut agir rapidement. L'intelligence collective est ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est un appel que nous faisons, ce ne sera pas le dernier. Il y aura d'autres conférences sur l'avenir de l'Europe et les leaders doivent commencer à penser à ce qu'on peut faire et réfléchir, à réagir. Mais nous devons également assumer nos responsabilités en tant que citoyens dans ce monde si compliqué. Nous devons décider ensemble et définir notre stratégie et nous devons aussi avoir confiance en nos leaders qui représentent notre voix. Donc, j'ai essayé de résumer en quelques mots. Merci, Nicolas. Et aussi, merci d'avoir parlé du Festival de Porto. Et merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Et je remercie également les organisateurs qui ont contribué à cet événement. Et bien sûr, merci à nos orateurs qui sont encore là, Martine et Alfiaz. Je voudrais tout simplement dire, comme l'a dit Nicolas, que ce n'est qu'un au revoir. Il y aura d'autres rendez-vous de notre série Power to People et nous sommes tous part de l'Europe. Je vous souhaite une bonne soirée.